Aujourd'hui, nouvelle vidéo du forum, en partenariat avec WhatsApp Doc, le magazine des jeunes médecins. On se consacre au troisième thème que vous avez choisi, procréation et société. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, c'est le sujet de bioéthique qui cristallise sans doute le plus de tension dans le débat public, parce qu'il touche au plus intime de la vie humaine, à savoir la question des origines, de la filiation, de la conception de la famille. L'avancée des techniques de procréation médicalement assistée bouleverse nos structures, nos systèmes de représentation, mais interroge aussi la société moderne et ses valeurs. Allez, on fait un point rapide. L'AMP, aussi appelée PMA pour procréation médicalement assistée, a toujours fait l'objet de vives tensions, et les règles qui l'encadrent n'ont cessé d'évoluer depuis l'émergence des premières techniques d'insémination artificielle dans les années 70. La PMA, en deux mots, c'est l'ensemble des techniques de procréation mises en œuvre en dehors du processus naturel de procréation. Donc on peut y avoir accès quand il y a stérilité, ou pour éviter de transmettre une maladie grave à son enfant. Juridiquement, la PMA est autorisée dans le cadre d'un projet parental, faisant référence à une structure familiale particulière. En sont donc exclus les femmes célibataires, les couples désunis, les couples de même sexe. Ce qui est en jeu actuellement, rappelons-le, c'est l'accès à la PMA pour les femmes seules ou les couples de femmes dans le cadre d'une insémination avec donneur. Donc l'enjeu actuel, c'est d'autoriser, à côté d'une PMA dite thérapeutique, ça représente environ 95% des naissances par PMA, d'autoriser une PMA dite sociale, c'est-à-dire une PMA qui ne vise pas uniquement à pallier une infertilité, mais qui répond à un projet parental, à un désir d'enfant. Donc cette question de la PMA, elle est complexe parce qu'elle met au jour les mutations de la parenté dans nos sociétés et elle réactive les dissensions autour de la conception de la filiation, de la place de l'enfant. Vient aussi se mêler la question de l'égalité des droits dans l'accès à la PMA, le droit des familles homoparentales, les droits communs à l'ensemble des femmes, mais aussi l'autonomie des femmes dans leur volonté de devenir parentes. Mais le problème de fond, c'est qu'on est dans un temps mort de société. Il y a des situations particulières qui sont permises par la technique et qui relèvent des choix de chacun, mais qui sont insatisfaisantes. Comme la discrimination des familles homoparentales, des enfants issus de PMA qui ne sont pas protégés juridiquement, la nécessité d'aller à l'étranger pour réaliser une PMA, etc. Mais si on encadre collectivement, qu'on institutionnalise ces pratiques, alors ça bouleverse et ça interroge nos systèmes de représentation. En gros, si on prend l'exemple de la GPA, la gestation pour autrui, il y a une situation insatisfaisante du point de vue de la morale et du droit. Puisque oui, il existe des enfants issus de la GPA qui ne sont pas protégés. Et pour autant, autoriser la GPA d'un point de vue collectif et institutionnel, même si ça permettait de protéger ces enfants et de normaliser leur situation, ça nous confronterait de fait à de nouveaux problèmes. La marchandisation de la filiation, la commercialisation des corps, une approche libérale et individualiste du féminisme, et une conception de la femme enchaînée à la procréation. Et donc aujourd'hui, on doit résoudre une équation à plusieurs inconnus sans faire de moralisme. Soit on laisse sur la touche des situations particulières au risque d'entretenir la marginalisation ou la discrimination, soit on les normalise et on les encadre collectivement. Mais dans ce cas, ça nécessite d'interroger l'ensemble de la société et d'anticiper des conséquences potentielles d'une pratique validée à l'échelle collective et non plus seulement tolérée à l'échelle individuelle. La question des origines éclate au cœur du débat sur la procréation. Et ça, on le voit avec les angoisses qu'il peut y avoir autour des modèles d'identification parentale. Est-ce qu'il faut un père et une mère? Est-ce qu'il faut savoir de qui est l'enfant? On le voit aussi avec le débat sur la quête des origines et sur la levée de l'anonymat du donneur. Donc ça, c'est un débat qui a toujours existé et qui se fait plus pressant avec la perspective d'augmenter le nombre de naissances d'enfants issus de dons de sperme. L'anonymat du don, c'est ce qui permet de garantir l'éthique du don, c'est-à-dire d'assurer les circonstances dans lesquelles a lieu la procréation. Une autre notion qui permet d'assurer l'éthique du don, c'est sa gratuité. Mais l'anonymat du don, il s'oppose, une fois que la personne est née, à son droit à rechercher ses origines. En réaction, on assiste par exemple à une revendication de certains enfants issus de dons de sperme à connaître leurs origines. Ça concerne un très petit nombre d'enfants, c'est une demande qu'il faut entendre bien sûr, mais ce qui interpelle, c'est qu'une revendication minoritaire enflamme autant le débat de société. Alors la question de la filiation, de l'identité des origines, qu'est-ce que ça dit sur notre société? Alors dans le débat public médiatique, on assiste souvent à des postures un peu bancales. Alors d'un côté, on reconnaît que la famille, c'est peut-être le dernier rempart contre une société marchande, aliénante et individualiste, sans pour autant reconnaître que les familles homoparentales, c'est un modèle de parenté légitime et porteur de cohésion. Pareil quand on appréhende l'identité, on voit la quête des origines aussi comme une force de résistance contre une société de contrôle qui voudrait uniformiser les modes de vie, faire de nous des consommateurs indifférenciés. Mais attention, pas toutes les identités, on attend aussi que certaines minorités s'assimilent à la majorité au nom d'une certaine cohésion, d'un vivre ensemble. Et donc on est dans un moment de l'histoire assez intéressant parce que les normes sont brouillées,
elles sont parfois réactivées de manière paradoxale et surtout elles s'affrontent dans l'espace public. Et donc l'enjeu, c'est de les articuler ensemble. L'élément au cœur du conflit, c'est l'individu. C'est l'élément clé de notre modernité. Il crée des nouvelles normes, notamment en matière de système familial. Et aujourd'hui, l'individu s'affranchit de plus en plus des anciens systèmes moraux, religieux. La famille dite nucléaire se décompose, on divorce, on élève des enfants autrement, etc. Mais finalement, si on se contente de penser que l'individualisme dissout la cohésion sociale et les valeurs nécessaires au vivre ensemble, alors on risque d'être aussi caricatural que si on pense que le progrès technique va nous rendre libres et heureux. En revanche, là où on peut alerter, c'est sur les conséquences de l'individualisme, à savoir un état de plus en plus interventionniste, en particulier en matière de santé. S'il y a bien un système duquel l'individu ne s'affranchit pas, c'est celui de l'institution médicale, avec la politique des experts, le contrôle de l'État, la médicalisation de la sphère privée, etc. Et le problème lié à la biomédecine, c'est l'intrusion grandissante de la médecine dans nos vies. Parce qu'aujourd'hui, on est très loin de démédicaliser la santé. C'est ce qu'Ivan Illich appelait de ses vœux quand il fustigeait l'institution médicale comme un nouveau pouvoir technocratique. Aujourd'hui, on en est loin. D'autant plus que la médecine ne se contente plus de nous soigner sur le plan pathologique, mais accompagne nos projets de vie, nous permet de nous réaliser en tant qu'individus, crée du bonheur social. Et finalement, quand on pense au fait de donner naissance, pour des femmes seules ou pour des couples de femmes, on pense pas une seule seconde à se sortir de l'intervention médicale. On pourrait favoriser l'accès à la parenté autrement, en favorisant un accès aux banques de sperme par exemple. Or, la revendication actuelle, c'est bien d'accéder à une procréation médicalement assistée. Et donc ça peut nous alerter dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet parental social, mais aussi nous interroger sur notre incapacité à penser l'accès au bonheur en dehors d'un accès à la technique via l'autorité médicale. D'ailleurs, une des dérives de la biomédecine, c'est de se retrouver avec un pouvoir médical trop important à l'échelle sociale. Et c'est ce qu'on peut déjà voir dans le cadre de l'IVG, avec la clause de conscience des médecins qui peut se heurter au droit d'accès à l'IVG pour toutes les femmes. Et c'est un risque qu'on peut prendre dans le cadre de l'extension de la PMA à toutes les femmes, de voir un repli du corps médical, une résistance corporatiste face aux évolutions de société et aux choix de vie personnels. Dans ce type de débat, on en revient toujours à la question, est-ce que ce qui est techniquement possible de faire, on doit le faire ? En revanche, ce qui est nécessaire, c'est d'éviter le piège de l'idéologie du progrès, et notamment de penser que le progrès technique s'accompagne systématiquement d'un progrès social et de bonheur collectif. Alors pour l'anecdote, au XVIIIe siècle, les médecins, donc les hommes, s'étaient accaparés l'utilisation du forceps pour pratiquer les accouchements, au motif que le forceps, c'était un progrès technique qui permettait de délivrer plus rapidement les femmes. Mais c'était surtout un moyen d'assurer un contrôle sur ces accouchements et de priver les sages-femmes de les pratiquer. Donc toujours penser le progrès technique au regard d'un contexte social qui, lui, est souvent traversé par des mécanismes de contrôle, par des enjeux de pouvoir. Allez, on se retrouve le mois prochain pour la 4e et dernière vidéo du forum avec WhatsApp Doc.